mes chers amis africains, plus particulièrement mes amis ivoiriens qui suivaient cette chaîne et qui au quotidien réagissaient, faites des interactions, commentez, likez, partagez les vidéos de cette chaîne. Je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous me témoignez, pour le support émotionnel et surtout idéologique dans ce que nous sommes en train de mener, un véritable combat contre le mensonge institutionnalisé qui est devenu la Côte d'Ivoire. Donc je vous remercie parce qu'aujourd'hui je pense qu'on est presque 2500 personnes pour une chaîne que j'ai lancée il y a même pas 3 mois. Franchement ça fait plaisir et ça montre que l'Ivoirien il est solidaire quand il se reconnaît dans une cause. J'aimerais vous raconter une petite histoire avant qu'on ne commence. Moi j'ai grandi à la maison avec des parents qui ont essayé de m'éduquer, qui ont essayé de m'élever intellectuellement et de me faire découvrir vraiment ce que c'est que la connaissance. Afin que moi, en grandissant petit à petit, je ne sois pas lobotomisé par des gourous qui viendraient me vendre un produit, à savoir une personne pour qui je devrais adhérer et défendre les convictions sans même connaître cette personne. Donc mes parents, ils m'ont éduqué dans l'unique but que je sois autonome intellectuellement et que je puisse m'élever petit à petit. Que personne ne vienne faire de la propagande sans que je ne puisse remettre cela en question. C'est bien évidemment le crédit ultime que j'aimerais reconnaître à mes parents qui ont fait en sorte que moi, aujourd'hui, je sois un citoyen qui ait toutes les armes nécessaires pour juger par lui-même sur pièce, sans qu'on ne puisse me manipuler. Donc, je les remercie pour cela. Et dans le sillage de l'éducation que m'ont accordé mes parents, il y a aussi des gens qui, au quartier, disaient par exemple que Laurent Gbagbo n'a jamais été un bon président. Moi, j'ai grandi comme ça. Franchement, je sais pas qu'est-ce que mon quartier avait. Je sais pas si c'était un quartier hyper pour Ouattara, alors que même pas du tout. C'était un quartier bien chic d'Abidjan, là. Mais ces gens me disaient tout le temps que Gbagbo il est le pire président de la Côte d'Ivoire. Et que heureusement que Ouattara a pris les armes pour revenir au pouvoir, parce que sinon, sans Ouattara, franchement, la Côte d'Ivoire, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été un champ de ruines. Et que, argument donné jusqu'à présent par des militants du RHGP, Ouattara est le plus grand président que la Côte d'Ivoire ait connu depuis Laurent Gbagbo. Enfin, depuis Houphouët-Boigny, pardon. Eh bien, sachez que moi j'ai grandi dans toute cette propagande. Donc dites-vous que c'est très compliqué quand tu grandis comme ça de vouloir penser autrement parce que tu n'as pas d'autres éléments tangibles à ta disposition. Et figurez-vous que moi, en grandissant, et l'intérêt naissant à l'intérieur de moi pour tout ce qui est politique, surtout politique ivoirienne africaine, il se trouve que j'étais inscrit dans une bibliothèque en Côte d'Ivoire dont je ne citerai pas le nom, mais franchement ça a été une bibliothèque qui a été un déclin pour moi, en plus de tout ce que les parents ont fait pour moi. Et dans cette bibliothèque, il y avait le livre que Laurent Gbagbo a écrit. Je ne me rappelle plus trop du livre, mais c'est un livre qu'il a écrit lorsqu'il était à la CPI avec son avocat de l'époque. Bon, bref, c'est un livre où il raconte sa version de la crise post-électorale. Depuis les années 90, un peu comme une sorte de manifeste, jusqu'à son arrestation et à ce qu'il soit conduit à la CPI. Et dans ce livre, on apprend que Laurent Gbagbo n'est pas le personnage que certaines personnes au quartier ont voulu faire croire. J'aimerais vous dire une chose, c'est que mes parents m'ont pas éduqué de telle sorte que moi je puisse faire de la politique ou quoi. Il n'y avait pas d'avis politique à la maison. À la maison, c'était tu pars à l'école, c'est fini. On parle pas de politique à la maison, c'était tabou. D'ailleurs, c'est une chose que je reproche des fois aux familles africaines. Il faut vraiment donner le goût de la politique à vos enfants pour qu'ils soient vraiment demain des citoyens qui puissent être à même de changer les choses. Donc, moi, ma culture politique, je l'ai prise dehors, je l'ai pas prise avec mes parents qui n'étaient pas du tout engagés politiquement. C'est leur choix, on va pas le critiquer. Et là, dans le livre, on découvre que Gbagbo, en fait, non. C'est pas le vaurien qu'on essaye de nous faire croire. C'est une personne qui a vraiment mis en place des projets et qui avait une vision pour la Côte d'Ivoire. C'est une personne qui a été stoppée net dans son élan quand il a commencé. Il est venu en tant que réformateur, c'est les intellectuels qui débarquaient, les universitaires. Et donc, cela voulait dire qu'il y avait une nouvelle manière de faire de la politique qui venait dans le paysage politique ivoirien. Et là, il y a une rébellion qui essaie de le freiner. Alors que Gbagbo n'a jamais, mais vraiment à aucun moment,
Et ça, vous pouvez vérifier, voulu ostraciser ne serait qu'une population. On rappelle que Laurent Gbagbo a quand même refusé de se présenter en 1995 parce que Ouattara était quand même la cible du PLCI dans sa politique ivoiritaire d'exclusion. Ça, les Ivoiriens tentent à l'oublier. Mais n'oublions pas que Laurent Gbagbo et les sacrifices énormes qu'il a fait au nom de ses convictions qui sont les plus nobles possibles. Donc, on découvre aussi dans ce livre que Ouattara a été un grand propagandiste pour faire oublier tout ce que Laurent Gbagbo a fait. C'est-à-dire, quand il est arrivé au pouvoir, toute sa clique de ministres et de propagandistes ont essayé de faire mettre dans la tête des Ivoiriens le fait que Laurent Gbagbo n'a jamais, ne serait qu'à un seul moment, essayé de faire avancer les choses, notamment au niveau économique, politique, social. Je rappelle que le programme du PPTU pour que la Côte d'Ivoire sorte des zones, de la zone endettée, a été quand même commencé sous l'ère de Gbagbo. Donc n'oublions pas cela parce que grâce au programme PPTE, Ouattara a pu avoir un véritable rabais sur le cours de la dette ivoirienne qui a baissé et donc pouvoir emprunter à nouveau sur les marchés économiques et les marchés financiers et ensuite financer des gros projets qu'il a fait en Côte d'Ivoire, notamment le 3e pont. N'oublions pas tout cela, l'histoire n'est pas si lointaine que ça. Donc il faut qu'on se cultive à ce niveau. Et donc Gbagbo, sachant que il y a plein de fake news qui sont distillées sur sa personne, il a pris la parole ce week-end lorsqu'il était à Angré, au terrain d'Angré là, et ça a été pour moi, pour avoir écouté près d'une heure de discours, une masterclass, parce que le monsieur n'a même pas regardé une feuille. Son discours n'est pas écrit. Tout sort de sa tête et ça me rappelle l'un des plus grands tribuns que je connaisse dans la politique francophone et plus précisément en France, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, quand il vient, il ne lit pas un prompteur. Tout sort de sa tête parce que lorsque ton discours est franc, lorsque ton discours est sincère, tu n'as pas besoin de papier sur lequel tu vas essayer de bidouiller pour amadouer les gens. Ça sort tout droit de ton cœur et de tes entrailles. C'est obligé que ce soit un discours poignant auquel les gens puissent adhérer. Et donc le discours de Gbagbo qui n'est pas écrit, c'est incroyable pour moi. C'est une véritable preuve d'intelligence quand on sait qu'aujourd'hui les politiciens ne peuvent même pas aligner deux phrases. Je parle des ministres de Ouattara sans regarder un prompteur ou regarder une feuille, les notes de leurs conseillers. Ces gens sortis de l'ENA et qui manipulent nos hommes politiques. Et Gbagbo, il a essayé de faire ce week-end, comme je vous l'ai dit, c'était une masterclass politique, mais aussi, il a enseigné vraiment ce que c'est que la politique où tu rends service aux hommes. Il a essayé de rétablir la version des faits. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans certains discours de Gbagbo, à une certaine période, je pense que c'était en 2007 ou 2008, devant les journalistes, il a dit, si tu veux faire de la politique pour devenir riche, ne fais pas de la politique si tu veux devenir riche. Voilà, c'est plus exactement ce qu'il a dit. Et là, ce week-end, il complète son discours en disant, ne fais pas de la politique pour devenir riche, mais si tu fais de la politique et que tu es riche, c'est que tu es un voleur. C'est tellement limpide et véridique. Je vous jure, on a remarqué des gens qui, une fois qu'ils sont passés au pouvoir et devenus ministres ayant géré un portefeuille ministériel, 1, 2, 3 ans plus tard, on les voit, ils ont des constructions mais partout. Alors qu'à la base, c'est juste des fonctionnaires. Comment un ministre peut être millionnaire ou milliardaire il n'était pas avant de devenir ministre et il est après avoir été ministre. Sachant que leur salaire est plafonné, on connaît leur salaire, c'est juste quelques millions, c'est même pas des dizaines de millions, c'est quelques millions. Comment ces gens, ça se fait qu'ils soient autant riches? Donc, on est passé dans une dimension de la politique où ces gens ne rendent plus service aux Ivoiriens, mais viennent pour se remplir les poches et jouer un rôle clé dans la politique de propagande de Ouattara. Et si dans cette politique de propagande, tu peux te servir et remplir tes poches, alhamdoulilah, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc tout ceci n'est bien évidemment pas sérieux et c'est bien que le président Gbagbo le rappelle parce qu'on le voit en France ici, vous voyez les ministres, soit ils sont riches avant de devenir ministre ou président, soit ils n'étaient pas riches et quand ils sortent de leur poste ministériel, ils ont toujours le même portefeuille, à moins qu'ils aient fait des investissements avec le peu d'argent qu'ils gagnaient, mais ils ne deviennent pas millionnaires à cause de leur poste. Non,
La plupart, ils sont soit riches, voilà. Donc, il n'y a pas de changement notable entre leur passage aux affaires politiques, aux affaires de l'État et leur vie habituelle. Donc ces ministres dont on dira pas les noms mais qui quand même sont devenus spécialistes dans le détournement d'argent, au ministère de la construction où il y a plein de choses qui ne marchent pas et plein de corruption, des Ivoiriens qui sont expropriés au profit d'un certain Komi Boukari qui jusqu'à présent n'a rendu compte devant aucune autorité policière. On se rend bien compte que c'est une personne qui est protégée par, bien évidemment, une grosse tête au gouvernement dans le régime de Ouattara. Ceci pour dire qu'il y a un deux poids, deux mesures avec soit t'es avec Ouattara, soit t'es pas avec Ouattara. Si t'es avec Ouattara, tu pourras manger et faire toutes les bêtises que tu veux, surtout dire toutes les bêtises que tu veux comme le ministre Seredo et ses propos xénophobes. Mais quand t'es pas avec Ouattara, le moindre dérapage, eh bien, c'est fini pour toi. Tu es condamné sur la place publique. J'aimerais revenir aussi sur une partie du discours du président Gbagbo quand il parle du développement à Abidjan. Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit, moi je vais axer ma politique de développement sur la construction des infrastructures routières, sur les écoles, sur les universités, sur les ponts, sur des usines. Ok. Sauf que tout cela s'est concentré sur Abidjan. Tout cela a été fait sans réelle coordination. Et au final, on a une concentration de la population due à un exode rural massif. Les gens quittent leur village, leur campement reculé où il n'y a même pas d'électricité et d'eau pour venir à Abidjan parce que, bien évidemment, ces gens sont à la recherche d'opportunités. Et si l'opportunité qui se présente à eux, l'une des seules qui soit, eh bien, c'est à Abidjan, ne soyons pas étonnés que ces gens viennent s'agglutiner à Abidjan dans des logements insalubres, dans des logements même pas dignes d'être habités par des animaux tant les conditions de logement sont dures, pas adaptées à des humains, enfin je veux dire, eh bien ne soyons pas étonnés. Ne soyons pas du tout étonnés. Et qu'après on vienne dire que vous avez emménagé dans des logements qui sont insalubres, qui ne respectent pas l'urbanisme, je ne sais quoi, ces choses exportées de l'Occident qui ne sont pas du tout adaptées aux réalités africaines. On va détruire les maisons parce que leurs maisons ne correspondent pas à ces critères qu'ils ont établis en se basant sur des réalités européennes. Alors que c'est des gens qui juste ont fui les campagnes pour venir à Abidjan parce qu'il n'y avait pas d'opportunité et que le développement n'était concentré que sur Abidjan. Le soi-disant développement, bien évidemment. Parce que, comme d'habitude, je le dis, il n'y a de développement que celui qui est axé sur l'humain. C'est l'humain qui conduit au développement. Donc, si l'humain a une tête vide et un ventre vide, le développement que vous faites là, c'est pour des apparences, parce qu'il ne va profiter à aucun national. Donc, on revient un peu sur le sujet du développement. On a délaissé petit à petit sur ces 15 dernières années des pans entiers du territoire pour essayer de faire un développement d'apparence et développer la capitale. Les touristes, quand ils viennent, ils restent soit à Abidjan, soit ils vont à San Pedro, voilà, des endroits autour d'Abidjan. Mais quand tu sors d'Abidjan, d'ailleurs moi j'étais avec un ami allemand pendant la CAN à Abidjan, il m'a dit mais ça change d'Abidjan, tu vois. Pourtant eux, chez eux, dans leur pays, il y a une certaine continuité, même si ce n'est pas la même continuité entre la ville et la campagne ou les villages. Tu vois, on essaye quand même d'avoir une certaine continuité, notamment au niveau du service public, au niveau des infrastructures. Mais même si, bien évidemment, tu ne pourras pas comparer une ville à un village, c'est impossible. Ils n'auront pas les mêmes standards. Mais au moins, la base est là. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a du réseau électrique. Et je ne nie pas qu'il y a des endroits qu'on appelle des zones blanches ou grises, je ne sais pas, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de réseau, où ils sont coupés d'Internet. Mais ce sont des endroits d'exception. Mais en Côte d'Ivoire, dans les zones campagneuses, enfin campagnardes, villageoises, la norme, c'est de ne pas avoir de réseau. Donc, un développement basé sur Abidjan, autre point du discours de Gbagbo, c'est le fait que la capitale, elle est restée à Yamoussoukro, ce qui n'est pas normal. Enfin, la capitale, Yamoussoukro, mais Yamoussoukro pas vraiment développé en capitale politique. Ils se sont concentrés sur Abidjan. Ils ont promis plein de choses d'avant Ouattara qui disait oui, je vais déplacer la capitale à Yamoussoukro. Mais au final, la capitale, elle est restée dans le Grand Abidjan.
Les grandes institutions politiques qui auraient pu être déménagées en 15 ans ne l'ont pas été. On voit que Yamoussoukro aujourd'hui, à part le Sénat ou l'hôtel président, je ne sais quoi, là, Yamoussoukro c'est vide. Pourtant, Gbagbo l'a bien dit, il avait commencé le déménagement de la capitale, notamment avec la construction de l'hôtel des parlementaires. Et plein d'autres infrastructures qui étaient mises en place, qui ont été progressivement mises en place, jusqu'à ce que, bien évidemment, la rébellion vienne se mêler de cette histoire et on va dire dériver tous les plans, dérouter tous les plans que Laurent Gbagbo et son équipe avaient prévus pour la Côte d'Ivoire. Dire que Laurent Gbagbo n'a pas été un bon président et qu'il s'est concentré seulement sur le développement de sa classe, j'ai envie de dire que c'est faux. C'est totalement faux. De ce que j'ai lu, puisque j'étais petit à l'époque, donc j'ai essayé de me renseigner, de ce que j'ai lu, Gbagbo a quand même été un président qui a essayé de mettre tous les Ivoiriens sur le même pied. Aucun Ivoirien n'a été exclu dans le discours de Gbagbo, bien que des fois il faisait des discours un peu tendancieux, notamment sur le fait que la France devait partir. Dire que Gbagbo n'a fait aucun travail, n'a construit aucune route, alors qu'on sait bien que le pont qui relie Abidjan à Jackville, je pense bien, est l'œuvre de Gbagbo, ceci est un gros mensonge. Dire que Gbagbo, sous le règne de Gbagbo, il y avait que des RAV4 ou je ne sais quoi qui étaient donnés à des maîtresses, alors que pendant eux, leur règne, on donne des Range Rover à non point finir, des Range Rover de dernière génération, des voitures de luxe que même des hommes d'affaires ne pourraient pas avoir, tellement c'est pas donné. Eh bien, il faut faire le 2 poids 2 mesures, encore une fois ici, puisque c'est seulement les autres qui font les choses de manière inappropriée. Et eux, ils sont parfaits, le régime RHDP, franchement, rien à leur reprocher. Donc, ce discours de Gbagbo tenu à Hongrie a été pour moi une véritable masterclass politique. Il a remis les pendules à l'heure sur le fait que il a été un président, il a essayé de travailler malgré que la rébellion a essayé de l'entraver. Et Bakongo qui dit, je vais terminer par là, que Gbagbo se plaint d'avoir été entravé dans sa mandature. Mais que c'est normal d'être entravé dans sa mandature. Il oublie que ce qu'il appelle normal, c'est-à-dire prendre les armes, c'est normal aucunement puisque la Constitution ne reconnaît pas une succession de pouvoirs par une bataille des armes. Vous êtes venus, vous avez mélangé les Ivoiriens, notamment en utilisant les armes, en les liguant les uns contre les autres, les gens du Nord contre les gens du Sud. Et vous venez nous faire croire, vous, les diviseurs, que c'est normal de faire ça. Bien sûr que c'est pas normal. Bien sûr que quand tu es président et que tu as une partie de ton territoire qui est totalement coupée et occupée par des rebelles, bien sûr que tu ne peux pas gouverner comme si tu avais un pays qui avait une intégrité territoriale. Vous avez aujourd'hui la chance que la Côte d'Ivoire est quand même bien protégée, on va dire, au niveau de la sécurité, il n'y a pas de rébellion. Donc vous pouvez faire tous les projets de développement que vous voulez. Alhamdoulilah, j'ai envie de dire, surtout en pensant fort à mes amis musulmans qui mettent le carême. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, donc il vous faut pour vous respecter cela. Voilà. Quand on le dit, des gens s'émeuvent, mais c'est la réalité. Gbagbo a été empêché dans beaucoup de choses qu'il a essayé de faire. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça a été quand même un peu long. Mais bon, j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère surtout que vous vous portez bien. Faites beaucoup attention, surtout dans ces périodes de tension électorale, où que vous soyez. Et je suis content que le camarade Gbagbo Kone ait été quand même libéré. Ça prouve que la vérité finit toujours par gagner.